Les hauts sommets des montagnes cubaines, couverts de forêts tropicales denses, recèlent de nombreux secrets, mais aucun n'est aussi terrifiant que les rumeurs d'un laboratoire caché au cœur de cette région isolée. Pendant des décennies, ces rumeurs ont été des chuchotements, passant d'une oreille à l'autre, presque comme des contes de fées, effrayants, utilisés pour effrayer les enfants méchants. Mais ceux qui travaillaient dans les plantations de canne à sucre des environs savaient qu'il y avait trop de coïncidences dans ces histoires pour qu'on puisse parler de fiction. Le laboratoire, construit dans le plus grand secret et gardé de tous côtés par des soldats armés, n'était connu que sous le nom de Facility 17 et aucun habitant n'osait s'approcher de ses clôtures. Ces secrets sont restés cachés pendant des années, voire des décennies, jusqu'à ce qu'en 2025, les archives relatives aux activités de Fidel Castro soient déclassifiées par le gouvernement américain. Les documents, remis par Cuba après plusieurs cycles de négociations politiques, ont fait l'effet d'une bombe. Les descriptions d'expériences que le gouvernement de Castro avait secrètement financées depuis le milieu des années 1970 ont suscité une tempête d'horreur et d'indignation dans le monde entier. M. Trump, s'adressant aux journalistes, a déclaré que les documents montraient un côté sombre de l'époque de la guerre froide qui avait jusqu'à présent été caché aux yeux du monde. Mais ce que ces documents racontent est trop monstrueux pour être cru. Ils décrivent les expériences menées dans un laboratoire de montagne, sous le couvert de la nuit, pour modifier l'ADN humain en le mélangeant à des gènes d'animaux. L'objectif était simple mais brutal, créer des soldats qui auraient l'endurance des bêtes, la force inhumaine et l'instinct aiguisé des prédateurs. La réalisation de cet objectif s'est cependant transformée en une chaîne d'événements horribles qui ont à jamais terni l'histoire de Cuba. Les premières descriptions du laboratoire qui apparaissent dans les documents sont sèches et techniques, pleines de termes et de diagrammes qui semblent inoffensifs si l'on n'y réfléchit pas. Les schémas montraient des complexes souterrains cachés au cœur des montagnes, dont les couloirs s'enfonçaient à des dizaines de mètres dans la terre, équipés de la technologie la plus moderne pour l'époque. Mais c'est l'agencement de l'une des salles qui attire le plus son attention, une salle intitulée « Unité de réticulation génétique », de la taille d'un hangar entier. Il s'agit de la pièce maîtresse du complexe, dont la description est accompagnée de photographies montrant des cuves géantes remplies de liquides scintillants à la lumière de lampes de laboratoire. La section suivante des documents révèle les horreurs qui se cachent derrière ces descriptions arides. Fidel Castro, désireux de surpasser ses ennemis dans une éventuelle guerre, ne recule devant rien. Dans les plantations de sucre du pays, qui emploient donc des milliers d'esclaves, on sélectionne ceux qui sont jugés aptes. Il s'agissait d'hommes et de femmes physiquement forts, enlevés sans préavis et emmenés au laboratoire. Leur sort était resté inconnu, mais aujourd'hui, des décennies plus tard, des détails ont été révélés qui font froid dans le dos. La première étape des expériences consistait à tester la compatibilité de l'ADN humain et de l'ADN animal. Les documents la décrivent avec une froideur effrayante, comme s'il s'agissait de tests sur des rats de laboratoire. Un document mentionne une expérience utilisant les gènes de léopard. Ces animaux ont été choisis pour leur souplesse, leur rapidité et leur caractère féroce de prédateurs. Les sujets ont été plongés dans un état de coma artificiel, puis leur sang a été saturé d'un sérum contenant déjà les gènes modifiés. Mais les résultats sont loin d'être à la hauteur des espérances des scientifiques. Au lieu de créer des surhommes, les expériences ont eu des conséquences désastreuses. Peu après l'injection du sérum, le corps des victimes a commencé à se transformer. Les os se sont étirés, les muscles ont gonflé et la peau s'est couverte de taches ressemblant à des motifs de peau de léopard. Mais les changements n'étaient pas seulement physiques,
Les documents indiquent que leur comportement est devenu agressif, que leur esprit s'est empli d'instincts prédateurs et que toute personne se trouvant à proximité est devenue une cible. L'un des scientifiques, qui se cache sous un pseudonyme, a écrit dans son rapport « Nous avons relâché les animaux, mais ces animaux réalisent qu'ils sont humains. Ils crient, ils s'en rendent compte. » Cette phrase placée au centre de la page est soulignée au marqueur rouge, comme si l'on voulait s'assurer qu'elle ne serait pas oubliée. Le rapport poursuit en indiquant que certaines créatures s'échappent des soldats de leur cage et tuent des gardiens et des membres du personnel du laboratoire. Mais le pire a commencé lorsque ces créatures se sont mises à appeler d'autres victimes, imitant des voix humaines, copiant le discours de personnes qu'elles avaient autrefois connues. Alors que le projet commençait à échapper à tout contrôle, Castro a ordonné la destruction de toutes les créatures susceptibles de constituer une menace. Les documents décrivent une nuit horrible, au cours de laquelle les couloirs du laboratoire ont été transformés en champs de bataille. Des soldats, armés de lance-flammes et de fusils automatiques, se sont frayés un chemin dans les couloirs étroits, entourés de cris et de grognements. Mais cela s'est avéré vain. De nombreuses créatures, déjà trop altérées, ont non seulement survécu à l'attaque, mais se sont révélées capables d'une chose encore plus terrifiante. Elles ont commencé à se regrouper. Les documents présentés au public mondial décrivent les événements de cette nuit fatidique avec une précision clinique. Mais derrière chaque mot se cache une horreur qui ne peut être étouffée, même par une formulation sèche. Selon les documents, le 23 avril 1974, Castro a personnellement ordonné la destruction totale du laboratoire et de tous ses habitants. Les rapports indiquent que des unités d'élite des forces armées ont été mobilisées, équipées des armes les plus avancées disponibles à l'époque. La tâche était simple, nettoyer les installations, effacer toutes les traces des expériences et empêcher les créatures de s'échapper du laboratoire. Mais la simplicité du plan s'est révélée désastreuse. Le laboratoire, construit sur une crête rocheuse, était presque imprenable de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était un labyrinthe de couloirs étroits, jonchés de chambres, de réservoirs et de cages. Ces cages, conçues pour contenir les créatures, ne remplissent pas de plus leur fonction depuis longtemps. La créature, appelée Protocole Alpha, dans l'un des documents, a été la première à briser ces chaînes. Elle est décrite comme énorme, dotée d'une vitesse et d'une force inhumaines, avec des os ressemblant à des lames de métal. Les autres créatures lui emboîtèrent le pas, utilisant les restes de leurs souvenirs humains et leurs nouveaux instincts animaux pour percer les murs et les barrières qui les retenaient jusqu'alors. Lorsque les soldats sont entrés dans le complexe souterrain, ils ont été pris au piège. Plus de la moitié de l'escouade a été perdue au cours de la première heure de l'opération. Les documents détaillent la rencontre principalement à travers des conversations radio enregistrées et archivées. Les voix des soldats, entrecoupées de cris, décrivent comment des créatures qui se déplacent dans l'ombre sortent des conduits d'aération et attaquent par derrière. Ils connaissent nos mouvements. Ce ne sont pas des bêtes, ils attendent que nous nous mettions en place, s'écrie l'un des combattants avant que sa communication ne soit coupée. Les rapports se concentrent sur la façon dont les créatures utilisent le langage humain pour attirer leurs victimes. Les soldats, séparés dans le dédale des couloirs, entendaient peindre les voix de leurs camarades appelant à l'aide. Mais lorsqu'ils suivaient le son, ils ne trouvaient que la mort. Un survivant a écrit dans un rapport « Ce n'est pas une simple imitation. Ils copient les émotions. Ils ressemblent à des humains. Et c'est ce qui fait d'eux des monstres. » Les créatures ont commencé à attaquer en groupe, leur coordination étant d'une précision effrayante.
Elles ont brisé les lampes, plongeant les couloirs dans l'obscurité totale et utilisé leurs yeux luisants pour terroriser les soldats. Certains rapports affirment que les yeux des créatures hypnotisaient ceux qui les regardaient non trop longtemps, paralysant la volonté et forçant les victimes à rester là, à attendre la mort. Les rapports décrivent également la mort massive des scientifiques restés à l'intérieur du laboratoire. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas armés et ont tenté de se réfugier dans les laboratoires, mais même les portes les plus épaisses n'ont pas pu arrêter les créatures. L'un des documents retrouvés, écrit d'une main tremblante au dos d'un rapport du personnel, ne contenait qu'une seule phrase. « Ils nous font souffrir comme nous les avons fait souffrir. » Mais le plus accablant est la découverte faite dans la chambre centrale du laboratoire. Les documents indiquent que les créatures ont réussi à activer l'une des cuves contenant la phase suivante des expériences, une créature géante issue d'un mélange de gènes humains et de requins. Ce monstre, de la taille d'un camion, a détruit les dernières de barrières protégeant la sortie vers la surface. Selon les rapports, sa taille et sa force le rendaient pratiquement invulnérable aux balles, et ses mâchoires pouvaient mordre un homme en deux d'un seul coup. Lorsqu'il est devenu évident que la mission avait échoué, les soldats ont reçu l'ordre de détruire le complexe de l'extérieur. Les explosifs placés dans les couloirs ont été activés et la structure entière a semblé s'effondrer à l'intérieur d'elle-même, ensevelissant toutes les créatures restantes et les humains survivants. C'est du moins ce que disent les rapports officiels. Mais des documents secrets publiés plus tard laissent entendre que l'explosion n'a pas été complète. Plusieurs créatures, dont le protocole Alpha et le monstre requin, auraient survécu en s'échappant par des tunnels inexplorés. Des documents publiés des décennies plus tard contiennent des détails encore plus sinistres sur ce qui s'est réellement passé après la destruction du laboratoire, alors que la version officielle des événements affirme que l'installation a été complètement détruite. Certains documents conservés par les services de renseignement américains indiquent le contraire. Une dépêche indique qu'après l'explosion, un groupe de soldats bombes cubains a été envoyé pour balayer la zone afin de confirmer la destruction de toutes les créatures. Ce qu'ils ont découvert dans les ruines les a fait taire à jamais. Les soldats, qui sont descendus dans les décombres, ont trouvé des couloirs trempés de sang et des murs couverts de profondes égratignures, comme s'ils avaient été déchirés par des griffes de bêtes. Ils trouvèrent les débris des réservoirs qui avaient contenu les créatures, mais les créatures elles-mêmes avaient disparu. Ce n'est que dans l'un des laboratoires que quelque chose de plus horrible les attend. Un mur entier peint en sang avec les mots en espagnol. Nous sommes de pueblos libres, mais nous n'oublierons pas. L'écriture était si indistincte qu'il était difficile de dire si elle avait été écrite par une personne ou par quelque chose qui avait été une personne. Sur l'un des corps retrouvés par les soldats, ils ont découvert un étrange objet implanté dans le bras du scientifique décédé. Le dispositif ressemblait à un implant biologique relié à des éléments métalliques. Les documents indiquent qu'il s'agit d'une tentative de développement d'un moyen de contrôle des créatures. Mais il s'est avéré qu'elles se sont non seulement libérées du contrôle, mais qu'elles se sont adaptées, transformant la technologie en quelque chose qu'elles ont pu utiliser contre leur créateur. L'implant émettait un faible signal enregistré sur une fréquence qui ne pouvait pas encore être entièrement déchiffrée à l'époque. Après le nettoyage, les ruines du laboratoire ont été officiellement abandonnées. Le gouvernement cubain a annoncé leur destruction complète et la région autour des montagnes est devenue une zone interdite où aucun habitant n'osait pénétrer. Cependant, les rumeurs continuent à se répandre. Des agriculteurs vivant à quelques kilomètres des montagnes ont signalé des bruits étranges provenant des profondeurs de la forêt
des lumières qui scintillaient entre les arbres la nuit, et même des silhouettes qui semblaient observer leur maison. L'un des rapports contient la description d'un témoin qui affirme avoir vu quelque chose ressemblant à un homme debout à l'orée du bois, dont les yeux brillaient dans l'obscurité. La silhouette était immobile, mais son apparence avait quelque chose d'anormal, d'animal. Il m'a regardé comme s'il savait que je n'osais pas m'approcher davantage, a déclaré le fermier, tremblant de peur. De telles histoires se sont multipliées, mais elles ont toutes été rapidement étouffées par les autorités cubaines, qui ne voulaient omitte pas attirer inutilement l'attention sur la région. Lorsque ces documents ont été déclassifiés, il était clair que le projet de Castro avait laissé des cicatrices ineffaçables. Les documents publiés par les archives américaines font état de nombreuses tentatives pour déterminer ce qu'il est advenu des créatures qui ont quitté le laboratoire. L'un de ces documents fait état de survivants qui affirment avoir entendu des sons ressemblant à des pleurs provenant des ruines, comme si les créatures restantes essayaient encore d'imiter la parole humaine. Mais le plus étrange, ce sont les photos retrouvées dans les années 1990, prises par un photographe inconnu qui s'est aventuré plus près de la zone. Elles montrent d'énormes marques de griffes laissées sur des troncs d'arbres et quelque chose qui ressemble à un site de sacrifice, un cercle de pierre avec des taches de sang au centre. L'une des croyances locales était que les créatures s'étaient libérées et avaient commencé à chasser les gens, utilisant leur peur contre eux. Les habitants disaient que c'était leur vengeance pour des décennies de mauvais traitements. Lorsque les archives cubaines, déclassifiées à la suite de négociations politiques, sont tombées entre les mains du public, l'attention du monde entier s'est portée sur les détails macabres de la création du laboratoire, sur son destin tragique et sur les conséquences qui ont encore troublé l'île. Mais le plus choquant, ce sont les derniers dossiers remis aux États-Unis à l'issue de longues négociations. Parmi eux figuraient dans les écrits des membres survivants du SWIP, ainsi que les témoignages de ceux qui affirmaient avoir rencontré les créatures après leur évasion. L'un des documents les plus horribles est le rapport d'un officier ayant participé à l'opération de ratissage du laboratoire 1 mois après l'explosion. Ces propos ressemblent aux témoignages d'un homme au bord de la folie. « Ils étaient ici, je le sais. Il y avait des traces de pas partout, des griffes, du sang, des cadavres déchiquetés. Mais surtout, leurs yeux. Je pouvais les voir dans l'obscurité, brillants, intenses, nous étudiant. Ils n'attaquent pas tout de suite, ils attendent, ils jouent. » Les rapports ultérieurs sont encore plus effrayants. Plusieurs personnes vivant à proximité du complexe montagneux ont fait état de disparition. Des jeunes hommes, des femmes et même des enfants ont tout simplement disparu, semblant s'évanouir dans les forêts. Certains ont affirmé avoir entendu les voix des disparus. Leurs appels à l'aide résonnaient dans la nuit, mais ceux qui osaient y répondre à l'appel ne revenaient jamais. Les autorités ont refusé de reconnaître ce qui se passait, mais ont discrètement envoyé des patrouilles militaires dans la région. Aucun des soldats qui sont entrés dans la forêt n'est jamais revenu. Un autre rapport décrit un incident survenu dans une plantation de sucre. Plusieurs ouvriers travaillant tard dans la nuit ont entendu des chuchotements provenant de l'épais feuillage. L'un d'entre eux, un jeune homme, s'est approché, essayant de comprendre les mots. Le murmure s'est amplifié jusqu'à devenir un cri de douleur et de peur. Lorsque les autres ont couru après lui, ils n'ont trouvé que les débris de sa machette et de profondes empreintes de pas qui menaient vers les montagnes. Des documents secrets, obtenus auprès des autorités cubaines, indiquent donc que les créatures ont développé une étrange stratégie de survie. Elles ne se contentaient pas de chasser, elles leur cherchaient dans les faiblesses de leurs victimes, se nourrissant non seulement de chair,
mais aussi de peur. Ces créatures, autrefois humaines, mais transformées en quelque chose d'autre, conservaient la mémoire des atrocités qu'elles avaient subies et s'en servaient non comme d'une arme. Le plus choquant, ce sont les archives de la dernière opération menée par Cuba en 1987. Le rapport indique que le gouvernement a décidé de détruire toute la région où l'on pensait que les créatures se cachaient. Des bombardements intensifs, du napalm et des produits chimiques conçus pour détruire toute forme de vie ont été utilisés. Cependant, malgré tous les efforts déployés, aucune trace des créatures n'a jamais été trouvée. À la fin du rapport, il est écrit « Elles se sont adaptées. Ils font désormais partie de cette terre. Ils ne peuvent pas être détruites par des moyens conventionnels. » Lorsque ces découvertes ont été rendues publiques dans le monde entier, de nombreuses théories ont émergé sur ce qu'il était advenu des créatures. Certaines prétendent qu'elles se sont enfoncées dans les montagnes, où elles ne pouvaient pas y survivre en évitant l'attention de l'homme. D'autres pensent qu'elles ont commencé à se répandre sur l'île, repoussant lentement mais sûrement la population locale hors de leur rayon d'action. Mais la théorie la plus étrange est celle selon laquelle ils attendent. Ils attendaient le moment où la peur et le chaos rouvriraient leur chemin à ceux qui les avaient créés. Les derniers dossiers publiés contenaient des informations si choquantes que de nombreux experts ont commencé à douter de leur authenticité. Parmi les documents, des photos prises par des satellites montraient donc d'étranges silhouettes dans les forêts denses de la chaîne de montagnes. Ces ombres, bien que vagues, semblaient inhumaines, de longs membres, des dos courbés, des surfaces brillantes ressemblant à de la chitine. Beaucoup l'ont balayé du revers de la main, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un défaut d'image. Mais des scientifiques connaissant bien le projet Object 17 ont déclaré qu'il pourrait s'agir d'une preuve que les créatures ont survécu. Les chercheurs américains et européens qui ont étudié les dossiers déclassifiés s'accordent sur un point. Le projet de Castro a laissé une trace qui ne peut être effacée. Ceux qui ont tenté de détruire les preuves n'ont fait qu'approfondir le mystère. Dans leur désespoir de cacher la vérité, ils ont créé un mythe qui a perduré et est devenu plus effrayant à chaque nouvelle preuve. L'un des documents les plus effrayants est le récit d'un soldat ayant participé à l'opération de 1987. Son rapport indique « Nous nous trouvions à la limite de la zone. Les forêts brûlaient, le feu couvrait tout autour de nous. Mais au moment où je pensais que c'était fini, je les ai vus. Ils se tenaient là, parmi les cendres, leurs yeux brillants à travers la fumée. Ils n'ont pas essayé d'attaquer. Ils se sont contentés de regarder. Ce n'était pas de la peur que je ressentais. C'était autre chose. C'était comme s'ils avaient pitié de nous. » Ces mots ont donné lieu à de nombreuses spéculations. Certains ont affirmé que les créatures étaient devenues plus que de simples prédateurs. Elles avaient peut-être acquis une intelligence collective qui dépassait l'entendement humain. Mais il y avait une autre opinion. Elles attendaient simplement, attendant leur heure, attendant que l'humanité s'approche à nouveau de leur monde. De nombreux habitants ont fui la région, laissant derrière eux des maisons vides et des plantations abandonnées. Mais pour ceux qui sont restés, la vie est devenue un cauchemar. La nuit, ils entendent des voix qui les appellent depuis les profondeurs de la forêt. Parfois, il s'agissait des sons de leurs proches disparus. Parfois, il s'agissait de mots incompréhensibles, prononcés sur un ton grave et irrégulier. Certains ont affirmé avoir vu des silhouettes immobiles à l'orée de la forêt, dont les yeux luisants suivaient le moindre mouvement. Les renseignements américains indiquent que le gouvernement cubain a installé de nouvelles bases autour de l'ancien laboratoire, mais aucun militaire n'ose descendre dans les ruines.
Ils se contentent de patrouiller dans le périmètre, comme s'ils espéraient bon qu'un mur d'hommes et d'armes puisse retenir les créatures à l'intérieur. Les derniers dossiers comprennent de la déclaration d'un scientifique qui a participé au projet et s'est réfugié aux États-Unis dans les années 990. Son témoignage, enregistré sur bande vidéo, a été publié anonymement mais est devenu viral. Sur l'enregistrement, il avait l'air hagard, son visage était couvert de rides profondes et son regard trahissait celui d'un homme qui avait subi une horreur indicible. Nous voulions créer quelque chose de plus qu'un être humain. Nous pensions pouvoir les contrôler, mais c'est nous qui n'étions que des cobayes. Ils apprenaient, ils s'adaptaient, ils sont devenus quelque chose qui dépasse l'entendement. Ce ne sont pas seulement des animaux, ce ne sont pas que des monstres, ils sont notre ombre noire, et elle ne nous quittera jamais. Aujourd'hui, des décennies après la fermeture du laboratoire, l'héritage des expériences se perpétue. La question demeure, l'humanité a-t-elle vraiment détruit ces monstres, ou ceux-ci sont-ils toujours à l'affût, attendant le prochain moment pour se venger ?